Eh bien bonjour, bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Je remercie Lara Stam, assistante, co-réalisatrice de cette émission. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs. Merci à Virginie pour la réalisation technique de ce libre journal. Double merci pour les incises musicales qu'elle a composées spécialement pour ces émissions de géopolitique. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ça, je le prononce correctement. C'est YouTube ou YouTube? Non, YouTube. Tube. J'avais une chance sur deux. Où elle répond au doux nom de Nini Vlam. Vous voudrez bien poser, chers auditeurs, questions, observations, remarques en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie. Vous attend Fidèle Patrice. L'infatigable Patrice, qui nous transmettra appel comme courriel électronique. Nous accueillons aujourd'hui dans le grand angle Lucien Cerise. Bonjour Lucien. Bonjour, merci pour cette invitation. Auteur du cultissime Gouverné par le chaos, livre qui n'a jamais été aussi actuel, si j'ose dire, en France tout du moins. Une revue de presse de la fin des temps écourtée aujourd'hui. Il n'est pas possible d'évoquer La loi nous l'impose, l'actualité électorale de notre pays, avant dimanche 20h. Comment commencer cette revue de presse alors que effectivement on ne peut pas évoquer la loi électorale oblige. Mais est-ce qu'on va parler de la Seine encore, Nicolas? Rien de nouveau sous le soleil de la Seine. Impraticable. Aïe, aïe, aïe. Mais on en rigole parce que c'est devenu une sorte d'abcès de fixation. On attend impatiemment presque qu'il ne puisse pas se baigner. Et qu'ils nous le disent en disant, vous pensez qu'ils vont nous dire, dommage, on a investi, ça n'a pas marché. Vous pensez qu'ils vont dire ça? À la limite, on s'en fout un peu. Enfin, moi, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que j'aimerais que le réel se venge. Se baigner dans la Seine, c'est la suite, pour moi qui suis lecteur de Philippe Muret, du fameux Paris-Plage, le défi au réel. Parce que Paris n'a pas d'océan. Donc on aimerait qu'ils se heurtent tous au ce mur du réel, eux qui ne sont, en tout cas ils nous endorment dans l'imaginaire et le lyrique. Alors Muret dans Festivus disait « La réussite de l'expérience de Paris-Plage se ramène tout bonnement à mesurer le degré d'acceptation chez les fréquentants de l'histoire à dormir debout qu'on leur fourgue comme une réalité. » Là, il parle même, Muret, de théologie, de la théologie Paris-Plage. Pas de plage mais une croyance. Et le sable et les hamacs qui ne sont plus que des pense-bêtes, disons des pousses à croire. Dans son quatrième de couverture, à un moment donné, il écrit « De Bagdad à Paris-Plage, de la nuit blanche à la canicule noire, des intermittents en éruption au mariage gay, du Christ de Mel Gibson au damné de l'altermondialisme, du 11 septembre au 21 avril, nous suivons les aventures de Festivus, dernier homme occidental, rebelle rémunéré, créature emblématique de la nouvelle humanité. » Et toujours revient cette interrogation lancinante, cette obsédante question de fond. Y a-t-il une vie après l'histoire? La réponse est oui, mais dans quel état? Voilà ce que est Paris-Plage et ce qu'il se passe avec la Seine et le fait de se baigner dans la Seine. Et la suite logique est peut-être l'aboutissement même de l'irréel. Mais voilà que nos politiques, voilà qu'Anne Hidalgo, voilà qu'Emmanuel Macron, mais c'est surtout Anne Hidalgo, bien sûr, celle qui succède à Monsieur Delanoë, qui pourraient, à force de croire leur bobard, ils croient réellement qu'il y a un Paris-Plage. Donc ils croient réellement qu'on va pouvoir se baigner dans la Seine et qu'on va pouvoir nettoyer. Parce que ce qui est drôle aussi, c'est qu'on ne fait pas le ménage dans sa chambre. Comme dans la Seine. Mais non, ils oublient le principe même d'Héraclite. Ils oublient ce fleuve qui circule. On ne va pas nettoyer ou foutre ça sous le tapis. Et parce que l'eau, elle continue et elle n'arrête pas de revenir. Et elle est toujours aussi dégueulasse. mais Nicolas, en fait, c'est ce 1,4 milliard qu'ils ont mis pour nettoyer la Seine, donc la rendre baignable pour les JO. Vous pensez qu'ils vont dire qu'on regrette, ça n'a pas marché? Mais non. En fait, ils vont dire ça n'a pas été assez.
À cause des réacs comme vous, qui ne croyaient pas qu'on peut la nettoyer, fallait mettre 5 milliards, mais on n'a pas osé parce qu'il y avait des réacs. Donc, il faut y croire. Rajouter, il faut y croire. C'est comme le chamanisme. Il suffit de croire qu'il va y avoir un rayon de soleil, il va y avoir un rayon de soleil. Ouais. Bon, peut-être pas si simple. Bon, en tout cas, voilà, jamais ils ne regretteront d'avoir mis cet argent des Français dans ce projet. Je ne sais pas si c'est l'argent des Français, c'est leur argent, rappelez-vous. Rappelez-vous, Madame Pécresse, qui explique comment on donne des subventions et après je donne. Et on dit du mal de moi. Bah oui, c'est avec mon argent, mais non, c'est pas ton argent, on te l'a dit déjà, Pécresse. Mais bon, un autre sujet qui est assez irritant aussi, le trafic routier dans la capitale. Vous avez des choses à dire au sujet du trafic routier? Vous avez vu tous les travaux qui n'ont pas terminé? Voilà, et puis il y en a d'autres qui commencent à peine. J'ai vu en plein cœur de Paris, à côté de Saint-Lazare, un début de végétalisation de la rue pavée. Donc on fait sauter des pavés début juillet. On verra ce que ça va donner. Donc c'est aussi sympathique. Mais donc en fait, le trafic routier de transit est en passe d'être interdit dans le centre-ville, ce que nous explique le Figaro. La politique anti-voiture se poursuit. Après le bannissement de l'automobile des voies sur berge, la réduction drastique de leur espace de circulation, encore la flambée du prix de stationnement, un double couperet va s'abattre sur les conducteurs juste après les JO. En même temps que le périphérique prendra une voie de circulation. Perdra, pardon. Une voie on prendra, on aimera une voie de plus. Non, mais vous voulez lire. Le trafic de transit devrait tout simplement être interdit dans le centre-ville de la capitale. Autrement dit, dans les 4 premiers arrondissements situés rive droite de la Seine. Seuls les riverains et quelques autres catégories professionnelles, taxis, livreurs, artisans seront autorisés à y circuler. Oui, alors ça c'est vraiment un nouveau tour de vis, selon la volonté d'ailleurs de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, dont on parlait il y a un instant, qui devrait entrer en vigueur dès octobre prochain sur un périmètre de près de 5 km², sur ce secteur affublé d'un... Alors il y a un nouvel acronyme, c'est le ZTL. Zone à trafic limité. Voilà, les Russes nous avaient habitués aux ZOV, ZV, mais avec Anne Hidalgo, c'est ZTL. Mais Nicolas, toutes ces abréviations, c'était aussi la marque de l'URSS. Et je vois fleurir aujourd'hui ça en France, alors que c'était soviétique, quoi. Le truc avec des acronymes à en ne plus finir, à 10 lettres et tout ça, ça vient. Alors ce projet sera débattu donc en fin de semaine prochaine au Conseil de Paris, devrait être voté. Alors les oppositions sont vives, dont celle d'Aurélien Véron. Cette mesure va entraîner une muraille de bouchons monstres, comme s'il n'y en avait pas déjà assez. Non mais Trump, il veut construire des murs, mais Hidalgo, il a interdit les voitures, c'est plus efficace encore. Alors c'est vrai. Ils construisent des ponts, mais en tout cas, ils réussissent à faire des zones de type Disneyland. C'est vraiment Disneyland avec les migrants en plus. Ça va être ça, le centre de Paris. Et c'est quoi la mairie, du coup ? Si c'est Disneyland, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Mais oui. On est encore dans le lyrisme. Avec une belle, quand elle descend de son château, elle est dans le marais, elle est adulée, elle est acclamée. Vous pensez qu'elle n'est pas aimée ? Mais elle est très, très, très aimée, notre Hidalgo. Eh oui, c'est Disneyland. Moi, je pense que ça va surtout être Disneyland au moment d'Halloween, vous savez. Ça va être ça bientôt, Paris. Alors, même sur le plan environnemental, d'après Aurélien Véron, il n'y a rien à attendre de positif. La pollution automobile va juste se déplacer, voire s'aggraver avec des embouteillages plus importants. La pollution dans l'air, c'est pareil que la pollution dans l'eau. On peut pas, ça ne s'arrête pas. Parce quoi nous avait fait croire que les nuages s'arrêtent aux montagnes. Il avait quand même s'arrêter aux frontières. Oui, non, mais parce qu'il avait parlé de chaînes de montagnes. Et Hidalgo nous fait croire que la pollution va s'arrêter sur le périphérique parisien, probablement. Alors, il faut. Alors ceux qui défendent bien sûr ce projet disent, il faut les transports collectifs qui marchent tellement bien, surtout depuis que Castex est à la RATP. Ou alors, mieux, le marche et le vélo. C'est selon Pierre Chasseret une réflexion typique d'un microcosme parisien.
qui oublie la réalité. Eh ben oui, on oublie à nouveau la réalité, celle des banlieusards qui viennent à Paris pour travailler. Bah oui, comment se feront les contrôles? Ah, ça c'est important. Pour l'heure, rien n'est arrêté, hein, assure l'adjoint en charge du transport. Il évoque alors la distribution de badges aux automobilistes autorisés après des vérifications confiées à la police municipale. Ben oui, parce qu'il y a une police municipale en gestation. Des badges, donc à force de mettre des trucs sur les pare-brises, bientôt vous ne verrez plus rien devant vous. Un dispositif qui ne tiendra pas, hein, à nouveau dit Véron, en pointant une police municipale sous-dimensionnée, qu'on ne compte, dit-il, que 20 agents par jour sur le terrain dans ces 4 premiers arrondissements. Alors, le point le plus important, évidemment, c'est comment punir les contrevenants. Ça, c'est essentiel. Il faut les punir. Les sous. On ambiance, mais on doit punir. Alors, David Béliard prévient qu'il y aura une phase d'information de plusieurs mois qui précédera quoi? La verbalisation. La verbalisation. Les sous. Voilà. Et alors, c'est combien? 135 €. C'est un chiffre fétiche, oui, maintenant. fétiche. C'est le masque, tout est à 130. C'est pratique, hein, d'ailleurs. T'as pas ton badge, 135 balles. Allez, c'est parti. Mais sinon, de quoi a peur Macron? Vous savez ou pas? Vous avez vu cet arrêté électoral qui est publié au journal officiel et qui nous informe qu'il a été créé une zone protégée comprenant les locaux occupés par la présidence de la République et constituant la entre guillemets, maison Élysée, répartie sur 3 niveaux et située au 88 rue du Faubourg Saint-Honoré. La zone protégée est délimitée par un trait de couleur rouge sur les plans annexés au présent à ce fameux arrêté et non publié. Pour l'accès à la zone protégée, le commissariat militaire de la présidence de la République met en place le dispositif ci-après. Un filtrage approprié, un contrôle permanent aux accès extérieurs de l'emprise décrite à l'article 1, une signalétique placée à l'extérieur de la zone portant la mention « zone protégée, interdiction d'y pénétrer sans autorisation sous peine de poursuite ». Oui, vous avez des cercles concentriques. Oui. Alors là, vous touchez au cœur du réacteur. Vous avez la Disneyland et puis à côté, vous avez la forteresse... des cosmopolites. Oui. Et là, vraiment, vous touchez au cœur. Alors, on a vu, avant la bunkerisation du palais de l'Élysée, on avait, c'était assez drôle à voir, c'est vrai qu'on a cette admiration que les Américains ne nous rendent pas, mais ils adorent nos petits présidents, par exemple le petit président au sang mêlé, vous savez, Sarkozy. Mais même avant lui, Mitterrand avait été un des premiers, on rigolait de voir les convois présidentiels. Ils imitent les immenses convois présidentiels des présidents américains. D'ailleurs, les automobilistes et les Parisiens se souviennent encore des 60 ou 80 bagnoles, tout ça pour accompagner à son EHPAD Sleepy Joe. Et donc, oui, mais les rues sont plus larges là-bas, le pays est plus grand, les territoires sont plus vastes. Et à Washington, c'est vrai. Puis de toute façon, après, ils prennent des hélicoptères. Mais bon, toute cette belle engeance, d'ailleurs, qui fait des bouchons partout et qui a, elle, bien sûr, le chauffeur et le gyrophare qui permet d'éviter les bouchons. On rigolait de Mitterrand parce que c'est des convois immenses. Et plus ça allait, plus le président était petit, plus le convoi... oui, c'est normal, c'est un peu comme... vous savez ce qu'on dit, hein, je ne voudrais pas être trivial sur la taille de la voiture avec ces messieurs. Mais, et donc, ils ont d'immenses convois de plus en plus grands parce qu'ils sont en permanence, ils se sentent en permanence en insécurité. Alors qu'on n'a jamais vu, d'ailleurs, à part un petit soufflet, « Saint-Denis, Montjoie !» Ah bah la Macronie, un bon petit soufflet pour le paltoquet. Tac, prends ça. Voilà. Mais puni par la prison, voilà, derrière. Le malheureux, oui. Et donc, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas d'agression, mais par contre, de plus en plus. Et ce qui est drôle, et ça vous le savez, même vous en avez porté témoignage dans d'autres émissions, Lara, c'est qu'à un moment donné, au début des manifestations des Gilets jaunes, le 17 novembre, il n'y avait personne 2018. pour regarder l'Élysée, pour le coup. Et même la police n'était pas... Vous n'avez pas de chance, à chaque fois que vous parlez, Lara, j'ai remarqué, Patrice arrive, qu'est-ce que je raconte? Patrice arrive avec il m'a bien. Avec une question. Mais sinon, moi j'aimerais aussi parler de Sandrine Rousseau, qui veut mettre la main sur l'épargne des Français.
Donc Madame Rousseau a beau détester les barbecues, elle ne va pas se gêner pour mettre les Français sur le grill. Voilà, sur les réseaux sociaux, les réactions fleurissent depuis 2 jours et la publication d'une vidéo issue d'une interview donnée en avril dernier par notre écologiste préféré. Dans un court extrait, celle qui fait campagne, voilà, qui a gagné d'ailleurs, donc on peut l'évoquer. Elle dit en deux termes que l'argent qui dort sur les comptes de millions de Français pourrait être mobilisé au profit de la lourde dette tricolore. De quoi surprendre, et ce, y compris le journaliste de Boursorama qui l'interroge. Mais quitte à contraindre les épargnants, demande-t-il. Et Sandrine Rousseau de répondre sans once d'une hésitation, absolument, absolument. Ben oui, les Français qui travaillent et ont économisé toute leur vie pour se constituer une petite épargne seront peut-être demain impitoyablement ponctionnés. Alors quand c'est le Figaro qui fait un article dessus vis-à-vis de Sandrine Rousseau, je pense que les Français et les épargnants devraient bien commencer à s'inquiéter. Ah oui. Parce que si les macronistes convergent ainsi avec Sardine Rousseau, ah bon. eh ben, moi, je ne sais pas, mais je commencerai à me poser des questions. Surtout que l'article est fourni dans le Figaro. Très bon article, ce qui n'est pas toujours le cas. Lisez-le. Mais alors, par exemple, il faut savoir, nous dit ce journaliste, que l'encours des principaux placements financiers des Français représentait au 4e trimestre 2023 6 185 milliards,06, dont 3 736 milliards 3 de produits de taux. Mais alors, là, ils sont précis. Ah oui, oui. Non, mais là, moi, ce qui devrait interroger, c'est la précision des chiffres. C'est-à-dire que votre épargne les intéresse. Ah, de très, ils la connaissent à la virgule près. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on ne sait pas combien il y a d'assurés sociaux, on ne sait pas combien il y a d'habitants de fraudeurs, en Seine-Saint-Denis. de clandestins. Mais là, par contre, votre ça, épargne, ils ont un bon œil dessus. Oui. Et ils ajoutent. Bienveillant. Et puis alors, ils sont bienveillants vis-à-vis de Sandrine Rousseau. Ça devrait interroger. Oui. Le Figaro bienveillant vis-à-vis de Sandrine Rousseau, ça commence à... Sur ce point-là, en théorie, écrivent-ils... Le bleu vire au rouge. Et alors, ils vont dans son sens. Ils disent, en théorie, la loi Sapin 2, par son article 49, laisse une interprétation qui pourrait aller dans ce sens. Détail, un économiste chargé d'enseignement à l'université de Strasbourg. Dans le détail, l'article en question offre une certaine marge de manœuvre au Conseil de stabilité financière de bloquer temporairement les mouvements de retrait. Tiens, une disposition qui à l'époque avait fait bondir. Maintenant c'est un une bouton, association. Ils appuient, c'est fait. Et puis alors c'est marrant, vous voyez, ils disent une disposition qui à l'époque avait fait bondir l'association l'AFR. C'est-à-dire que ça n'avait pas fait bondir les épargnants peut-être. L'argent placé via ces contrats n'appartient pas à l'État, mais aux citoyens. Alors ça, moi j'en suis pas sûr que notre argent nous appartient quand il est dans les banques. Ça, j'en doute même fort. C'est le moment de rappeler à nos auditeurs de bien vouloir souscrire à la revue Géopolitique profonde avec bien plus de propositions, comment éviter à se retrouver. Voilà. Alors, ce qu'aimerait Sandrine Rousseau, c'est que cette épargne soit fléchée vers la dette française, bien sûr. Pour appuyer sa proposition, Sandrine Rousseau prend l'exemple du Japon, où près de 90% de la dette est détenue par des investisseurs japonais. Cela nous redonnerait plus de souveraineté. Sauf que notre dette, nous, elle n'est pas détenue non, elle est détenue par des banquiers qui veulent absolument, alors là, il est clair qu'il va falloir les rembourser. Et avec l'épargne des Français. Alors après, il y a bien sûr le côté extraordinaire. Dans un deuxième temps, donc notre Sandrine Rousseau évoque l'idée d'un livret de développement durable, LDD. Il existe déjà. Oh, c'est beau ça, déplafonné et plus rémunérateur pour bénéficier d'une réserve plus importante pour investir dans la transition écologique. Mais oui, bonnes gens, on va vous piquer votre pognon, mais c'est pour la transition écologique. Mais de quoi vous vous plaignez? Mais c'est pas possible, ça. Non, mais vraiment. Pour tous ces climato-nerveux, c'est le moment où jamais... On va financer la transition climatique. Oui. Même le Figaro est d'accord. Mais bon, parlons un petit peu, on va aller plus vite, là, c'est notre revue de presse. Les élections législatives en Grande-Bretagne. Bon. Défaite historique des conservateurs. Keir Starmer offre une victoire historique aux travaillistes. Il devient le 7e Premier ministre travailliste seulement de l'histoire du pays.
Cela ressemble plus à un renversement qu'à une simple alternance. Les travaillistes britanniques remportent une écrasante victoire, mettant fin à 14 années de pouvoir conservateur. Ils importent quelques 410 sièges, selon les résultats encore incomplets, sur 650 de la Chambre de communes. Le Labour, qui n'avait pas gagné une élection depuis 2005, se dote d'une majorité sans appel d'au moins 168 voix. Le changement commence maintenant, a lancé Keir Starmer. Nous avions dit que nous mettions fin au chaos et nous l'avons fait. Et ben voilà, comment mettre fin au chaos? C'est comment mettre On le va chaos. demander à notre invité. Hein. Ça, c'est sûr qu'on lui demandera. Alors, les conservateurs, eux, n'ont que 121 circonscriptions. Ouais. Ils ont été divisés par 3. Alors là, le coup... mais il n'y a pas eu de dissolution. Hein, c'était le calendrier. Oui, c'est le calendrier C'était le bon législatif. calendrier. C'est le pire résultat de leur histoire. Le pire. Rishi Sunak, j'ai du mal à prononcer, a été humble et digne. Il s'est dit désolé. Désolé les gars. Je ne sais pas si ces députés sont aussi désolés que lui. Enfin bon, c'est une défaite énorme. Même Liz Truss, vous savez, cette fameuse et éphémère Premier ministre, Très éphémère. a été elle carrément battue. C'est bien, ça voilà. fait du bien. Alors le tiers parti libéraux-démocrates ont 71 sièges, soit leur meilleure performance jamais réalisée. Quant au fameux Nigel Farage qui a franchi le pas, on sait qu'il était uniquement sur des questions de souveraineté, l'homme du Brexit, et qui avait arrêté d'ailleurs toute vie politique après, ou pensait-on après ce Brexit, et bien cette fois-ci s'engage plus largement sur des questions cette fois-ci plus identitaires, plus liées à l'immigration. 5 sièges, c'est peu, mais par contre ça a été très durement vécu parce qu'il a évidemment fait perdre énormément de voix aux conservateurs. En Écosse, cette élection est aussi un séisme en sonnant la fin d'un long règne de 15 ans des indépendantistes. Voilà à peu près ce que l'on peut dire sur cette élection et sur l'arrivée au pouvoir des travaillistes. Et qu'est-ce que vous direz des futures élections américaines, pour finir ? Depuis le débat raté de Joe Biden face à Donald Trump, les démocrates cherchent un recours. Mais c'est compliqué. Si son camp fait encore bloc derrière lui, le journaliste et éditorialiste demande son retrait pour ne pas offrir l'élection à Donald Trump. Et pour le remplacer, Michelle Obama émerge comme le recours le plus... Non, Michael Obama. Non, Michelle. Vous êtes Michelle, sûr? voilà. Du moins, selon les sondages... donc elle est présentée comme un recours providentiel en cas de désistement. Elle a pourtant, elle nie toujours un quelconque intérêt pour la présidence. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Et en France, bientôt, on pourra peut-être avoir Jean-Michel après Emmanuel, pour qu'il pourrait se présenter, vous croyez ? Non. Oui, c'est qui ? Je vois pas. Non ? Non, je vois pas. Bon, écoutez, non, on ne parle pas des élections françaises, donc je me tais. Les présidentielles, la vous pouvez, présidentielle, j'ai quand même le droit. Voilà. Mais alors, oui, c'est un serpent de mer, un fantasme même, paraît-il, qui serait, nous dit-on, instillé dans l'opinion par les méchants républicains eux-mêmes, qui diraient, mais Michael Obama pourrait faire une bonne candidate en remplacement donc de Sleepy Joe, et ça instillerait le doute ou de la vice-présidente Kamala Harris qui a une impopularité énorme. Donc mais elle n'a pas bougé, elle a toujours été impopulaire. On nous a vendu le fait qu'elle pouvait devenir un jour plus populaire, mais bon, plus elle parle, moins c'est évident pour elle. Mais en tout cas, c'est un fantasme dans un contexte de panique, parce que là, il y a bel et bien une panique chez les démocrates. D'ailleurs, après l'entretien, le débat raté entre Biden et Trump, les sondages montrent tous qu'il y a maintenant plus de 6 points. Ça, c'est important d'ailleurs. Il y a 6 points d'écart
Ça peut paraître faible quand on voit l'aspect désastreux de ce qu'a pu donner comme image Biden au moment du débat. Certes, mais 6 points, c'est ce que disait Trump et c'est ce que dit aussi votre Tucker Carlson que vous aimez pour tant. tricher, c'est beaucoup. Hein. Voilà, ces 6 points, s'il y a 6 points rattrapable. d'écart, c'est pas, même en trichant beaucoup, alors ils trichent. Oh là là, ils trichent. Mais Les machines trichent. Ils peuvent beaucoup. jouer sur 2%, pas plus. On sait, les machines aiment une dilection pour certains 6, candidats, c'est compliqué. même en France. C'est Oui. très compliqué. Et là, 6 points, voilà, c'est irrattrapable. Ça ferait que ça lui permettrait d'être à nouveau 45, enfin, c'est 45e, il est 46, 47e, mais 45e président des États-Unis d'Amérique. Voilà. Il a sa propre musique maintenant, Bah oui. tellement il devient célèbre sur Radio Courtoisie. Et je crois qu'il est venu vaguement une fois ou deux dans les studios. Oui, 2 Pas fois. plus. Oui, Il faudrait venir plus souvent, Monsieur Beslu. Raphaël Beslu, donc le directeur de la publication de géopolitique profonde. Est-ce que vous nous entendez, Raphaël ? Bonjour. Oui, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, très bien. Alors, il paraît qu'il ne faut pas dire ça, que ça ne fait pas professionnel. Bah oui, ça ne fait pas professionnel. De dire, est-ce que... oui, allô, mais bon, allô. pourtant, moi, il y a quand même... quelqu'un, oh, il n'y a personne, il est parti, je ne sais pas si ça a fait coupé. si peu professionnel. Est-ce que vous vous rappelez, Lara, de ce très célèbre journaliste reporter devant la porte de Brandebourg Oui, Christian Brincourt. Allô, vous m'entendez ? Allô Christian, on vous entend. Allô, allô. Et l'autre ne disait rien. Il y avait RTL, c'était quand même RTL. Et on vivait l'histoire. Et ils étaient suspendus aux ondes pour entendre le témoignage de Christian sortant des géos. Est-ce que vous allez bien, Christian ? Parce qu'il y avait les Vopos l'avaient coffré la veille. Donc c'est peut-être pas professionnel, mais c'est marrant quand même. Et là, on est là pour rigoler aussi un peu et faire rire les auditeurs, parce qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de raisons de se réjouir, je trouve. Raphaël, donc tout va bien. On va procéder à la mise sur le grill de notre ami Lucien Cerise dans un instant. Est-ce que vous avez un mot à dire auparavant ? Rien de particulier. Je vais d'abord laisser la parole à Lucien, que je salue, et aussi, évidemment, je salue les auditeurs de Radio Courtoisie. Ça va être un sujet très important. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec Lucien Cerise, surtout en cette période très étrange que l'on observe en France et dans le monde, gouverné par le chaos, et un livre absolument à lire. Donc, j'ai hâte de pouvoir lui poser aussi quelques questions. C'est pas GP Géopolitique Profonde n'a pas découvert Lucien Cerise, mais par contre, c'est un contributeur. C'est un bon contributeur de votre magazine, dont vous êtes le directeur de publication, si je ne m'abuse, non ? Absolument. Et pour le tout nouveau numéro d'été de la revue, on aura un article donc, de Lucien Cerise extrêmement intéressant qui s'intitule « Les deux antisionismes ». Un article qui fera, à mon avis, beaucoup réagir, mais qui est extrêmement intéressant sur le conflit israélo-palestinien et surtout l'importation du conflit en France. Vous aimez la difficulté sur la géopolitique profonde, quand même. Oui, bien sûr. Alimenter le débat. C'est très bien. Bon, alors Lucien Cerise, que tous les auditeurs, beaucoup d'auditeurs en tout cas de Radio Courtoisie connaissent, et aussi les auditeurs du livre journal de géopolitique profonde, donc docteur en philosophie. Non. Bah alors pourquoi c'est écrit docteur en philosophie, dans mes fiches écrivain et conférencier ? Bon, vous êtes bien écrivain et bien conférencier. Oui, ça oui. Bah écoutez, alors non mais vraiment, ce qu'il y a sur Internet, circule sur Internet, et vraiment, vous avez vous avez pas fait de philosophie ? Ah si, mais je n'ai pas le doctorat. Je suis allé jusqu'au DEA. Ouais. Et puis après, le DEA, ça c'est une époque. Ça, oui, voilà. Maintenant, ça s'appelle le master. Voilà, alors le DEA, c'était entre la maîtrise et le doctorat. C'est ça. Et, il y avait un mémoire quand même. Voilà, c'est ça, c'était une sorte de galop d'essai pour se préparer au doctorat. Maintenant, on appelle ça un Master 2, si j'ai bien compris. C'est ça, exactement. Voilà, et puis après la philo, j'ai fait de la communication et de la linguistique. Alors, très bien. Oui, mais là, il faut annoncer l'arrivée de notre Attendez, invité. On peut quand même... on peut échanger. Enfin, j'essaie de terminer la présentation et après on lance. D'accord, très bien. Allez, ou sinon on met même carrément la musique et je présente en même temps, non ? Non, on va aller. Alors, est-ce que c'est vrai par contre, parce que là je me méfie de ce qui était écrit, que ce fut le référendum de 2005 fut pour vous une révélation sur la souveraineté nationale ?
Oui, oui, Moi, oui. c'est 1992, vous voyez, c'est beaucoup plus tôt que vous. Moi, je suis Mais peut-être vous un êtes peu beaucoup plus jeune. plus... Ah, Oui, bah merci. Cocorico. Et voilà, je m'y attendais. Bravo, Non, j'en sais non, mais rien, en fait. là, je vous ai tendu Très la belle perche. répartie, bravo. bien joué. Donc, ça a Non, été, mais, 2005. Oui. Bah, en 92, j'étais juste, étudiant en philo, justement. Ouais, J'avais d'autres préoccupations plus immédiates. Hein, moi, je sortais de c'est-à-dire, Sciences Po. Oui, voilà. Bah, moi, je n'étais pas encore sorti du cursus universitaire. Ah, mais moi non plus. Euh, J'étais un éternel étudiant. Donc finalement, vous êtes plus jeune que vous en avez l'air. Non. Il y en a certains sur ceux qui me traitent de vieillard. Alors, vous savez. N'importe quoi. Bah si. Vous travaillez sur le champ politique, dans les domaines psychologiques, éthiques, comportemental aussi. Et c'est vrai que Jean-Michel Vernochet, dites-vous, vous êtes un archiviste de l'actualité de la géopolitique. Oui, bah, je me constitue des archives sur un fichier Word. Je copie-colle des articles que je repartage ensuite sur les réseaux sociaux. Je fais ça depuis des années. Donc je suis un peu hypermnésique, hein, vous savez, c'est-à-dire que non, mais ça permet effectivement en fait, hein, quand quelqu'un essaye de vous piéger, hein, dans une joute verbale, bon bah au moins vous avez, hein, votre banque de données, hein, votre banque d'informations sous le coude, hein, et donc j'ai 2-3 fichiers Word qui maintenant font chacun à peu près 400 pages et où oui, qu'est-ce qui se passe? Non, rien. D'accord. Et oui, il y a la petite lumière rouge du micro là, c'est ça. Donc Non, je voulais votre livre en fait. oui. Je voulais juste que vous me prêtiez votre bouquin. Ah d'accord, Non. oui quoi. Bah, en fait, oui. Ah non, bah, mais alors, allez-y, terminez. donc c'est voilà. gaguesque, là. Et donc oui, de toute façon, ça c'est la méthode de travail d'un universitaire normal en réalité, hein, c'est de archiver, hein, pour avoir des notes de bas de page, hein, des sources. Donc tous mes livres, je les ai écrits comme ça. Hein. D'abord, c'est un catalogue de citations. Et puis ensuite, je me contente de remplir, hein, le vide, hein, le blanc de la page, hein, entre les citations pour contextualiser un peu les citations. Mais enfin, bon, voilà, c'est comme ça qu'on travaille normalement, hein, dans le champ scientifique. Hein, d'abord, on trouve les sources, hein, et ensuite, bon, bah, on les valorise, hein, on les propose, hein, aux lecteurs. Hein. Donc vous n'êtes pas dans ce raisonnement passionnel de tant d'essayistes qui en fait se font une idée des choses et vont chercher à grappiller ici et là ensuite des raisonnements, enfin des faits, pardon, qui vont aller dans le sens de leur source. Vous êtes du factuel pour ensuite remonter au niveau de l'interprétation et pas l'inverse. En fait, il y a toujours le risque du raisonnement déductif. Hein, donc, effectivement, il y a une nuance. Hein, il y a le raisonnement hypothético-déductif, et puis après, il y a l'inductif. Et puis, voilà. Bon, mais le raisonnement inductif, de toute façon, n'existe pas vraiment. Quoi, parce que, bon, ça consisterait, en fait, je sais pas comment dire ça, à laisser les choses arriver toutes seules. Hein, donc, en réalité, on est toujours dans un raisonnement hypothético-déductif. On a une hypothèse qu'on cherche à démontrer. Maintenant, bon, il faut savoir penser contre soi. Hein, ça, c'est la base du travail scientifique, mais aussi journalistique, hein, mais aussi policier. Hein, enfin, bref, tous les gens qui essayent de faire une enquête à charge et à décharge. À charge et à décharge, et à cerner la réalité objective. Donc, il faut savoir effectivement, trouver des citations qui peuvent se contredire, hein, éventuellement, et puis surtout des citations variées, hein, qui viennent de toutes les parties en présence. C'est ce que j'ai fait justement dans le livre que j'ai sous la main. Que vous allez me passer tout à l'heure. Donc oui, alors je me permets de faire un petit peu de promo. Ah, mais je sais pas allez-y. si on le verra. Ah oui, on le verra. À la caméra. Pleinement. Voilà, donc c'est un livre que j'ai commencé à écrire en 2014. Donc à la suite du putsch en Ukraine, hein, nommé Euromaïdan, ou aussi Révolution de la dignité. Hein, et donc, ça c'était les réseaux Soros qui parlaient de Révolution de la dignité. Ensuite, les réseaux proprement ukrainiens, c'était plutôt Euromaïdan. C'est passé à la postérité sous le nom de Maïdan. Mais en fait, ça c'est le surnom de la place centrale, hein, de Kiev, où les manifestations ont eu lieu et ont rayonné pour attaquer ensuite les bâtiments officiels. Il y a des petites choses qui ressemblent un peu à la situation française actuelle, mais nous ne devons pas parler de l'actualité. Non, mais par contre, la généralité de ce que pourrait être une révolution de couleur, ça, on a parfaitement le droit de l'évoquer.
Alors, merci Lucien. On passe peut-être, en effet, cette petite musique que nous aimons tant dans ce libre journal pour annoncer justement le grand angle et celui qui va s'exprimer tel Zarathustra aujourd'hui. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir. Bon, donc, on vient de débuter, Lucien Cerise, cet entretien sur ce sujet. Donc, vous avez commencé à écrire ce livre en 2014 et il a été édité. Alors, la première édition date de 2017. Et la deuxième édition de 2022, oui. Donc à la suite de l'opération militaire russe, mon éditeur m'a dit écoute, c'est l'occasion de faire une nouvelle édition revue et augmentée. Et donc là, voilà, donc ça c'est la deuxième édition, avec donc où j'ai rajouté un certain nombre de sources justement en fait que j'avais collectées entre la première édition et 2022. Il y a eu de la matière. Oui. Oui. Et donc oui, alors bon, j'ai été effectivement assez fasciné par la révolution colorée de 2014, qui commence en 2013. Mais en fait, bon. Pourquoi elle commence en 2013 ? En fait, elle commence au printemps 2013, pour être précis. Parce qu'en général, on dit qu'elle commence le 21 novembre 2013, pour être précis. C'est-à-dire quand Arseniy Yatsenyuk et ses amis, c'est-à-dire en fait, l'homme de la banque, qui était donc comment dire, Pasteur. Alors, c'est pas lui, non. Lui, alors, bon, après, il serait associé plutôt à la scientologie, le Arseniy Yatsenyuk. Mais surtout, oui, bon, il est passé par Goldman Sachs, etc. Bon, bref, c'était quelqu'un d'un peu connu. Un beau pedigree. Un oligarque, voilà, comme disent les Slaves, donc qui lance l'idée qu'il va falloir manifester pour protester contre la décision du président Yanukovych finalement d'abandonner le rapprochement avec l'Union européenne et puis plutôt d'accepter le prêt, les conditions d'un prêt économique, proposé par la Russie. Il n'y avait pas l'espace douanier auquel il accédait en fait avec la Russie, et c'était jugé non pas parce qu'il était pro-russe, mais parce que les échanges qu'il y avait avec la Russie étaient beaucoup plus importants que ceux avec la communauté européenne. Voilà, bon, ils ont un certain nombre de rapprochements économiques, mais qui en fait ont servi de prétexte parce qu'en réalité, l'agitation, les manifestations commencent au printemps 2013. Ça, quasiment personne ne le sait, mais en fait, dès le printemps 2013, vous avez déjà les trois acteurs du putsch, donc le Arseniy Yatsenyuk, Oleg Tiagninbok, le président du parti Svoboda, donc un parti néo-nazi, faut le dire clairement. Ce n'est pas excessif en plus, parce qu'effectivement, ils font des manifestations en mémoire des soldats ukrainiens de la Waffen-SS. Et donc, tous les ans, ils commémorent sinon, la ils sont mémoire. pas nazis. Il faut bien commémorer quelque chose. Ouais. Voilà. Et puis, il y avait aussi donc Vitaly Klitschko, qui était donc un boxeur à la retraite, et qui lui, c'est l'homme des Allemands, en fait, parce qu'il a été formé par la CDU, et donc le parti de Angela Merkel. L'actuel maire de Kiev. Voilà, qui est devenu le maire de Kiev à la suite du putsch. Bon, en fait, ces trois individus commencent à sillonner le pays et à organiser des manifestations pour faire tomber le président Yanukovych au printemps 2013. C'était le mouvement Vstavaj Ukraina, c'est-à-dire Ukraine, soulève-toi. Lève-toi. Voilà. Donc on est lève-toi. Voilà, on sent quelque chose de très spontané. Voilà. Et alors donc ils font le tour de l'Ukraine, essentiellement à l'ouest du pays, parce que à l'est ils sont plutôt pro-russes et donc pro-Yanukovych. Donc, mais ils vont dans les petites villes de province pour agiter le peuple, comme disait Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. Ensuite ils font une sorte de pause technique en juillet, août, septembre, et puis ils décident de relancer les
les manifestations, mais alors là, le prétexte idéal, c'est donc le refus de Yanukovych des conditions de rapprochement économique de l'Union européenne et le fait qu'il retourne sa veste en quelque sorte. Depuis quelques années, il se rapprochait des Occidentaux, puis d'un seul coup, il dit non, stop, finalement, on a peut-être plus de choses à partager avec les Russes, on a déjà une frontière commune, et puis niet, voilà. Niet à Bruxelles. Voilà. Et donc là, ça sert de prétexte pour relancer les manifestations, mais cette fois de manière centralisée. Et après, évidemment, à avoir créé tout un réseau en fait, de gens en colère dans les villes de province. Et donc là, ils ont, les trois agitateurs là, que j'ai mentionnés vont avoir le soutien donc de John McCain, de Victoria Nuland, donc en fait des représentants de l'État profond américain. Et qui vont sur place en plus. Et qui vont sur place, voilà. C'est-à-dire, en fait, les néoconservateurs représentés par Victoria Nuland et John McCain, et puis l'ambassadeur des États-Unis aussi qui est là, et tout ce monde effectivement participe aussi aux manifestations, avec une tribune sur la place centrale. Et où en fait vous avez des opposants, donc non seulement Yanukovych, mais en réalité lui c'est un peu un homme de paille, mais surtout des opposants à Poutine en réalité, enfin des opposants à la Russie. C'est pas beau l'ingérence. Oui, mais enfin, Victoria Nuland, elle s'occupait juste de la logistique, elle fournissait les pirachki aux manifestants, en fait, elle s'occupait que de la cuisine. Et de quoi s'occuper Bernard-Henri Lévy, qui vient aussi par deux fois. Voilà. Que prendre du beau monde en fait, c'est l'endroit où il faut être. Face au salut nazi. Il y avait des saluts nazis pendant qu'il était sur la tribune. Voilà, et et on a vu aussi à peu près les mêmes drapeaux là, le soir du premier tour des législatives. Il y a eu un rassemblement à République et on a vu des drapeaux ukrainiens aussi, mais des drapeaux rouges et noirs, c'est-à-dire des drapeaux bandéristes. Donc en fait la jonction entre l'extrême gauche, opposée au Rassemblement national, mais aussi la partie de l'extrême droite pro-ukrainienne, sympathisante de l'ukrainienne, est en train de se réaliser. Et vous rajoutez... C'est ce que nous disait notre ami dernièrement, Dimitri Tkochko, et je trouvais ça un peu un peu excessif. Vous confirmez ça? Oui, parce qu'en fait, on va... alors ce qui se passe, c'est que en réalité, il y a des méthodes de putsch déguisées en révolution spontanée, donc ce qu'on appelle révolution colorée. En fait, c'est des méthodes d'ingénierie sociale, parce que on est systématiquement dans la furtivité. C'est-à-dire que ce que vous voyez doit être décodé, doit être interprété systématiquement. C'est-à-dire qu'on produit des signes extérieurs, mais en réalité, le processus qui se déroule et qui utilise ces signes extérieurs n'a aucun rapport. Je veux dire, en fait, là, tous les signes extérieurs envoyés par l'extrême gauche, en réalité, consistent en fait à faire du rabattage électoral pour Macron, on l'a vu. Donc c'est Jospin qui parlait du théâtre de l'antifascisme. Il y a aussi un théâtre de l'antiracisme, un théâtre de l'anticapitalisme, un théâtre de l'antisionisme. Tout ça doit rabattre sur le banquier des Rothschild. Là, le symbole est fort quand même. Et donc on se retrouve alors dans une situation alors là, similaire en Ukraine par deux fois, en 2004. Vous avez aussi une coalition de gens qui en réalité appartiennent à des mouvements qui normalement sur le papier s'opposent. Mais c'était encore plus visible effectivement pendant l'hiver 2013-2014. Par contre, en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue herméneutique, pour préparer ce qui se passe en France, c'est vraiment la révolution orange de 2004. Oui, la première. Voilà. Comme un train peut en cacher un autre, une révolution peut en cacher une autre. C'était en même période qu'il y a eu des révolutions arabes. C'était avant. Commencé, les printemps, ça a participé au printemps arabe. C'était avant. C'était en 2004. Les printemps arabes, c'est 2011. Oui. D'abord, il y a eu les révolutions colorées. Ensuite, il y a eu ces fameux printemps arabes. Et même le prototype est probablement l'ex-Yougoslavie, selon moi. Oui. C'est en fait toutes les organisations qui ont fait la révolution contre Milosevic, etc. En fait, c'était quoi? C'était Otpor,
hein, PORA, etc. Enfin, bon, c'est des acronymes en fait, hein. Mais c'est des organisations qui ensuite en fait ont été vues, hein, sur le terrain dans les pays justement, À chaque fois, ils se déplaçaient. en Égypte, en Syrie, etc., etc. Et puis les- bon, les missionnaires. voilà, Voilà. et dans les pays de l'ex-bloc communiste, hein, notamment l'Ukraine, hein, les organisations donc, qui étaient en Yougoslavie, hein, quelques années plus tard, se sont retrouvées, hein, donc à Kiev, avec les réseaux Soros, et puis bon, effectivement, les fameux nationalistes ukrainiens, enfin, en fait, qui sont effectivement d'obédience suprémacistes blancs, hein, et en réalité qui sont néo-nazis, et qui ne s'en cachent pas en réalité. Hein, je veux dire, bon, ils défilent en levant le bras droit, etc. Mais tout ça doit être évidemment dissimulé en fait, hein, aux yeux des Occidentaux, parce que ça fait mauvais genre, hein, enfin, je veux dire, bon, de soutenir, comment Ça, dire, c'est sûr. des nazis en Ukraine, alors que les moindres souverainistes, même les plus modérés en France, hein, sont voués Tout de aux suite hégémonies et qualifiés effectivement de nazis. Et là, en plus, bon, sans aucun scrupule. Sans hein, complexe. ce que Sans l'on voit aussi aucun complexe. voilà, depuis plusieurs semaines. Donc. Alors voilà, donc ce qui est intéressant à étudier, c'est vraiment le mécanisme de la révolution colorée, la révolution orange, hein, de 2004. Je récapitule rapidement, hein. Vous avez donc une élection présidentielle, hein, qui commence en novembre 2004 en Ukraine. Il y a un candidat pro-russe, un candidat pro-américain. Ouais. Il se trouve que c'est le candidat pro-russe qui gagne, hein, donc c'est déjà Viktor Yanukovych. Évidemment, ça ne plaît pas aux pro-américains. Donc les pro-américains, qui sont, en fait sont mondialistes en réalité, ils sont même pas spécialement pro-américains. Donc les pro-américains mondialistes décident en fait tout simplement de lancer plusieurs semaines, hein, de manifestations et d'émeutes. Hein, et au bout de plusieurs semaines, bon, le Conseil constitutionnel ukrainien, hein, décide d'annuler le résultat des élections présidentielles et de demander aux Ukrainiens de revenir voter pour un troisième tour. Ce qui n'était pas prévu dans la Constitution, hein. Ça, c'est Poutine qui a rappelé ça là, dans son débat avec Tucker Carlson. Le troisième tour des présidentielles n'est pas prévu dans la Constitution ukrainienne. Donc on s'est retrouvé en fait dans une espèce de vide juridique, enfin plus que ça. Enfin, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel lui-même en fait a transgressé, hein, ses propres textes de référence. Et puis donc au terme de ce troisième tour, hein, comme par magie, c'est le candidat pro-américain, hein, qui gagne, Yushchenko, Viktor Yushchenko, et donc bon, alors le cycle complet C'est un dure à petit peu peu près. comme les référendums, c'est-à-dire on fait des référendums jusqu'à ce que Vous n'avez pas on bien réponde voté. bien. C'est ça, voilà. Donc, bon, ça, c'est ce qui nous pendait en France, hein, de toute façon. Hein, alors, bon, en fonction des résultats du verdict des urnes, bon, la violence, hein, de la révolution colorée sera modérée, hein, puisque, bon, finalement, si le résultat des urnes satisfait aux mondialistes, Oui. pas besoin d'envoyer des gens dans la rue. Non. Voilà. En revanche, si le résultat, hein, ne convient pas aux mondialistes, hein, eh bien, ils seront obligés d'envoyer, hein, des petits jeunes, hein, se battre. Et puis, donc ça, enfin, bon, il y a des bataillons, hein, de jeunes hommes, hein, plus essentiellement, qui sont recrutés dans 3 milieux. Hein, c'est l'extrême gauche, l'extrême droite et l'islam. Ça, on voyait ça déjà, hein, donc là, pour le coup, en 2014, pour la deuxième révolution colorée, il y a les 3 groupes, hein, les 3 milieux étaient représentés. Les islamistes. Hein, En Voilà. Ukraine. Hein. Oui. Et puis bon, en France, c'est ce qu'on voit aussi, hein, de toute façon. Bon, comme en fait, il y a un vivier gauchiste et islamiste bien plus important en France qu'en Ukraine, c'est plutôt, hein, dans ces milieux-là que la CIA ou que les agitateurs, hein, vont aller piocher. Donc bon, donc c'est, mais bon. Et on peut considérer que les émeutes de l'année dernière sont un avant-goût, une répétition générale. Oui, bien sûr. cas-là. Oui. Parce que justement, on a appris déjà à l'époque d'Obama, le mari, qu'en effet, l'ambassade mari des du mari États-Unis ou- finançait, on finance beaucoup
la racaille, semble-t-il, à l'ambassade des États-Unis. Oui, alors donc là récemment, là, Julian Assange donc a été libéré, innocenté, etc. Bon, ça donne l'occasion de se replonger un peu dans l'histoire de WikiLeaks, qui a fait un énorme travail. C'est pas pour rien que Assange a été persécuté à ce point. Oui. Et notamment, c'est WikiLeaks qui avait révélé le projet Rifkin, ce qu'on appelle le projet Rifkin, c'est-à-dire ce projet d'infiltration des banlieues nourri structuré par l'ambassade des États-Unis. Bon, quand je dis l'ambassade des États-Unis, c'est-à-dire la CIA en fait, pour dire les choses clairement, qui travaille évidemment en association avec des organisations comme Open Society, donc la fondation de George Soros, qui était présente en Ukraine en 2004 pour la première révolution orange, qui était présente en 2014 pour la deuxième révolution colorée, et qui est présent à peu près partout où il faut renverser un gouvernement que les mondialistes estiment gênant. Ensuite, ce sera maquillé. Donc, il y a notamment le principe des tech camps, qui est lui soutenu. Alors ça, c'est une initiative du département d'État américain, mais ça aussi, on trouve des vidéos là-dessus. En fait, ce sont des ateliers d'initiation à l'agite-prop, à la propagande en ligne sur les réseaux sociaux. Et donc là, c'était on peut trouver des sources. Ils ne s'en cachent pas, parce que tout ce qui se fait. Alors c'était. Ils se sont spécialisés depuis mai 68. En fait. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que c'est Karl Gershman en fait, qui est le président de la NED, la National Endowment for Democracy, en fait, qui est une émanation civile de la CIA, disait dans les années 90, nous pouvons faire maintenant publiquement, ouvertement, ce que la CIA ne pouvait faire que clandestinement dans les années 60-70. C'est-à-dire des putschs. Dans les années 60-70, il y a eu toute une série de putschs de colonels à l'ancienne, avec des lunettes Ray-Ban, etc. C'était l'Amérique latine, la Grèce, etc. C'est pas mal les colonels. On n'a pas encore essayé. Tiens, en France, on a eu des maréchaux, on a eu des généraux. Voilà. Je trouve qu'il nous manque un colonel dans l'histoire de France. Alors, le problème, en fait, de ce genre de manigance, de ce genre de technologie politique, comme disaient les Russes, c'est un peu leur terme pour parler d'ingénierie sociale. En fait, c'est que justement, c'est pas de l'ingénierie sociale, c'est visible en fait. C'est trop visible. Et puis avec la démocratisation des moyens de communication, on peut se réinformer très rapidement et dénoncer justement les manigances, les stratagèmes, les opérations clandestines de la CIA ou d'autres services secrets. Et donc, sous la pression justement de cette démocratisation des moyens d'information, les services secrets qui faisaient des putschs ont été obligés de s'adapter et finalement, en réalité, d'arrêter, du moins de minimiser la part de furtivité. Donc il y a en fait un équilibre à trouver entre ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. Ça, c'est vraiment une réflexion typique de tout cet univers-là, en fait. Et l'ingénierie sociale, c'est ça. Ce qu'il y a sur scène et ce qu'il y a hors scène. C'est ça. L'ingénierie sociale doit trouver un équilibre entre ce que le seuil de tolérance, la visibilité. Donc il faut trouver un équilibre entre ce que vous montrez, ce que vous ne montrez pas. Et sachant que c'est, on peut quantifier la clandestinité et la part de clandestinité, la part de visibilité avec des pourcentages. Donc les deux révolutions ukrainiennes, en fait, ont avoué beaucoup de choses. Enfin, beaucoup de choses étaient visibles. Il y a très peu de choses qui ont été dissimulées. Et ensuite, avec justement les moyens de communication qui en fait permettent de faire des images, de diffuser les images sur toute la surface de la planète, à partir d'un certain seuil, on ne peut plus véritablement dissimuler. On se contente de faire du damage control, c'est-à-dire de limiter la casse. C'est-à-dire que donc ça, c'est les méthodes en fait qui consistent à minimiser. Dans les médias français aujourd'hui,
globalement, les médias français ne peuvent plus dire non, mais il n'y a pas de nazis en Ukraine. Mais ils vont dire oui, mais c'est pas bon. Petite minorité. C'est une pas des vrais minorité. nazis. Voilà, ou alors en fait c'est d'abord des patriotes. Et puis il y en a quelques-uns, enfin effectivement, qui sont un peu durs. Là, c'est les hooligans voilà. Les hooligans, voilà. Donc en fait voilà, on ne peut plus nier en Ce bloc. sont les hooligans anglais Voilà. de Darmanin Voilà. à Saint-Denis. Donc, quand on ne peut plus nier en bloc, à cause justement en fait, des flux d'informations incontrôlables aujourd'hui, c'est plus possible. Ce que je veux dire, c'est que les États profonds, les services secrets ne peuvent plus avoir le même contrôle sur l'information que dans les années 60-70. C'est plus possible. Donc, vous êtes obligé, mettez-vous dans la peau d'un agent de la CIA, vous êtes obligé de faire avec la visibilité. Vous ne pouvez plus faire, enfin vous devez faire du déni plausible, c'est l'expression là, le denial, je ne sais plus, plausible denial. Mais bon, malgré tout, à un moment ou un autre, vous allez apparaître. C'est pour ça qu'on a vu Victoria Nuland directement. Dans la rue, veut dire soutenir les révolutionnaires de Maïdan. Mais je vous dis, elle faisait que des pirachki, c'est pas un rôle très important. Donc, on l'a. Enfin voilà, bon, en tout cas, bon, tout, effectivement, le projet Rifkin, pour justement, revenir le à ça. projet Rifkin, qui se souvient du fait qu'on a quand même la figure Traoré, Assa Traoré, qui a été mise en valeur aux États-Unis. Elle a fait les unes des magazines et tout ça. Oui. Un top modèle. C'est étrange cet intérêt pour une personne qui n'a fait rien d'autre que d'agiter en politique un élément qui... C'est quand même incroyable que les États-Unis s'intéressent tout à coup à cette personne. Sœur des trafiquants, etc. Bon, bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, pour la CIA, pour se constituer un réseau d'agents dormants, en fait, doit promettre une récompense. Parce que bon, sinon, en gros, les banlieusards, en fait, sont français. Et puis voilà. Si vous voulez les retourner en faveur d'un pays étranger, vous devez leur donner des gratifications supérieures à ce que le pays où ils vivent peut leur apporter. Ouais, donc vous évidemment. devez d'abord les victimiser. C'est une corruption. C'est ça, voilà. Et vous devez d'abord les victimiser, c'est-à-dire que vous devez leur enfoncer dans le crâne qu'ils sont des victimes. C'est le rôle du wokisme. C'est de faire croire aux Français d'origine immigrée, extra-européenne, qu'ils sont persécutés en France. C'est la même chose avec le LGBT. Il faut faire croire aux transsexuels, aux homosexuels, qu'ils sont persécutés, qu'il y a des montagnes de cadavres qui s'accumulent, etc. etc. D'abord, en fait, donc il faut utiliser les ressources du triangle de Cartman. Évidemment. Donc à la fois bourreau, victime et sauveur. Et ils sont, eux, évidemment, ils vont être les sauveurs. Alors, ils sont d'abord les victimes, mais ils seront les sauveurs. Voilà. Et le français de souche, le blanc, même pas de plus de 50 ans, les blancs tout court, quoi, en fait, sont les bourreaux. Les bourreaux. Alors, cette structure relationnelle, évidemment, est, polémogène, pour utiliser un terme un peu pédant, mais polémogène, c'est-à-dire qu'elle donne envie, elle fait monter l'agressivité, elle fait monter les tensions. Elle donne envie de se battre, au moins se battre pour ses droits, voilà, et de manifester. Mais on la sent, cette haine absolument terrible dans les regards de plus en plus. Ça marche bien, leur truc. Oui. Ça marche, et c'est étendu en fait à la planète entière aujourd'hui. C'est en gros l'Occident devient le bourreau universel. Du monde non occidental, c'est-à-dire en fait, ça c'est le principe même du wokisme, c'est effectivement de désigner un bouc émissaire. Alors évidemment que la CIA ou je ne sais, mais quel est l'objectif ? L'objectif final. Alors, de monter comme ça les populations. Quel est l'intérêt des occidentaux de monter le monde entier contre l'Occident ? Là, en l'occurrence, c'est pas le monde entier contre. Je pensais à la révolution colorée qui se met en place en France, en utilisant trois milieux sociologiques, c'est-à-dire en fait, deux essentiellement en France pour des raisons démographiques, donc l'islam et l'extrême gauche.
Une petite partie de l'extrême droite sera utilisée, en fait, ceux qui seront effectivement sympathisants de l'Ukraine, voire les Ukrainiens eux-mêmes, parce que maintenant on a une diaspora ukrainienne faut dans pas toute l'oublier, l'Europe, ça. voilà, et qui sont effectivement de tendance bandériste, tendance nationaliste, clairement. Ceux qui ont quitté ils sont pas allés se battre, justement, ceux-là. Non, en fait, par exemple, l'autre jour, j'étais à Perpignan, on se promène avec les amis sur la plage, je croise une jeune femme avec un pendentif ukrainien, c'est-à-dire c'était le trident, là, le trijoub. Voilà. Bon, ça c'est un symbole effectivement de nationalisme ukrainien, etc. Donc on va se retrouver en fait avec une diaspora ukrainienne qui sera donc hostile à la Russie, donc hostile à tout parti politique capable de se rapprocher avec la Russie. D'où le fait qu'on désigne systématiquement le Rassemblement national comme étant la cible, étant proche des Russes. Il ne faut pas trop donner de notre parti aujourd'hui. Voilà. C'est ça. Mais c'est vrai, et alors, d'où toutes les précautions oratoires prises justement par un certain parti politique en France, voire même le rejet de toute affiliation avec de telle ou telle puissance étrangère. Et oui, alors donc quel est l'intérêt en fait là concernant en fait en réalité il n'y a pas, c'est-à-dire qu'en fait il y a à partir des années 50 un mouvement de décolonisation qui émerge, et un mouvement qu'on appelle aussi le tiers-mondisme, et qui ensuite donc ça, les États-Unis vont s'en servir pour sortir finalement l'Europe de ces empires. Enfin, c'est les mouvements de décolonisation qui sont dans l'intérêt des Américains. Ça, on le sait bien. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que et ensuite, alors, ce mouvement donc de décolonisation donc va prendre comme cible les puissances coloniales. Oui. C'est-à-dire donc les puissances occidentales, Israël compris. On oublie souvent, mais Israël, c'est un morceau de l'Occident au Proche-Orient. Donc, avec une rhétorique de décolonisation anti-impérialiste, anticapitaliste, et qui va en fait être complétée, qui va être augmentée à partir des années 60 par la nouvelle gauche, donc la gauche libertaire, et en fait la gauche anticommuniste en réalité, c'est-à-dire en fait la gauche des hippies, la gauche de la pop culture, et qui en fait donc qui préfère Woodstock au défilé sur la place rouge, au défilé militaire de la place rouge. Donc en fait une gauche un peu, on pourrait dire un peu dégénérée, quoi. Qui se lobe. Oui, voilà. Oui. Une gauche nihiliste. Consumériste, en fait, une gauche capitaliste en réalité, en fait, qui se vautre dans ce que le capitalisme peut proposer en termes de plaisir, d'où le fameux slogan de mai 68, jouir sans entrave. Tout est dit. Ça, c'est le cœur même du capitalisme, mais aussi du gauchisme, en fait. Ça fait l'unité des deux. Donc... Du nouveau capitalisme, quand même. Le capitalisme n'a pas été toujours de la jouissance sans entrave. Tout à fait. Mais alors, ça commence dès les années 1920. C'est-à-dire le capitalisme consumériste, c'est-à-dire la société de consommation, etc. Avant, effectivement, le capitalisme, c'était militariste, c'était plus... protestant, rigoureux. Oui, austère, en quelque sorte, sur le plan des mœurs. Mais alors voilà, et donc on voit en fait donc deux couches historiques qui se mettent en place avec les cultural studies dès les années 50. Donc en fait ce mouvement de décolonisation intellectuelle qui a donc qui produit un courant de recherche universitaire, les cultural studies. On a donc la nouvelle gauche, la gauche anti-autoritaire, qui veut tuer le père, qui apparaît donc anticommuniste en réalité, anti-stalinienne, qui peut parfaitement travailler avec les trotskistes également, voilà. Donc une gauche anarcho-libertaire, on pourrait dire, qui vient s'additionner à ce mouvement donc tiers-mondiste, anti-impérialiste. Dans les années 80, c'est renommé, cette jonction en fait est renommée le politiquement correct. C'est ça. Voilà. Et puis aujourd'hui, ça s'appelle le wokisme. Alors moi, j'étais un peu spectateur en fait de l'évolution de ces choses-là quand j'étais étudiant à Paris 8, donc l'université expérimentale issue de mai 68, dans les années 70 d'ailleurs. Donc il y avait tous les grands profs, là, les Deleuze et Guattari, et qui l'anti-Oedipe. C'est ça. Et par exemple, il n'y avait pas de notes. Enfin, je veux dire, il suffisait de s'inscrire en début d'année pour avoir son diplôme à la fin, parce qu'il y avait, il
fallait lutter contre la hiérarchie, contre l'autorité. Donc, en fait, tout prof, malgré tout, bon, s'il n'y a pas de prof, il n'y a pas de fac du tout, quoi. Donc, ils étaient obligés, malgré tout, de mettre des profs. Voilà, il fallait bien en trouver un de temps en temps derrière une porte, je ne sais pas. Bon, voilà. Et donc, alors bon, moi, j'étais étudiant là, justement, quand j'étais en communication, entre 1997 et 2004, si je me souviens bien. Et j'ai vu, en fait, cette coalition entre les milieux, on pourrait dire, pro-palestiniens, anti-sionistes, et tout ce qui, en fait, relevait du gauchisme. C'est-à-dire, il y avait notamment le premier département d'études de genre, a été fondé à Paris 8 en 1974 par Hélène Sixou, une grande copine de Jacques Derrida. Et donc, en fait, Paris 8 a été vraiment l'incubateur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'islamo-gauchisme. Puisque, bon... oui. Dans les années 80, cette université déménage. Enfin, à la base, en fait, elle est créée à Vincennes. Ensuite, elle a déménagé à Saint-Denis. Et donc, à Saint-Denis, il y avait une démographie issue d'Afrique du Nord importante. Et puis, issue de l'immigration, issue des anciennes colonies. Et donc, en fait, toute cette jeunesse est rentrée dans une dynamique anti-française, en réalité. Et donc, de réappropriation de sa culture d'origine. Ainsi bien que parfois, dans la salle, il y avait déjà, dans les années 90-2000, 50% de filles voilées, par exemple, qui venaient assister à des cours sur l'identité de genre ou ce genre de choses. Donc tout ça, en fait, ça a incubé depuis des dizaines d'années. Oui. En fait, comme un outil. Un virus. Voilà, oui. Et puis ça éclate depuis le 7 octobre 2023 sur les campus américains, mais aussi français. Et puis ça se radicalise depuis que le Rassemblement national a fait sa percée électorale aux européennes. Donc, bon, vous voyez, c'est quelque chose d'assez protéiforme à quoi on a affaire, mais qui, donc, au-delà de la France, en fait, a la haine de l'Occident. Et ne fait aucune différence, en réalité, entre comment dire, la France et Israël, par exemple. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui vont, peut-être, en nous écoutant, dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire ?» Je suis désolé, c'est la grille de lecture du wokisme. C'est-à-dire l'Occident est un ensemble homogène, et le français moyen est un israélien moyen, c'est-à-dire en fait un oppresseur, un dominant. C'est aussi, on appelait ça le marxisme culturel à une époque. Ouais. Et en fait, c'est-à-dire qu'il y a les dominants et les dominés, ça c'est le marxisme, mais cette hiérarchie se fait en fonction du compte en banque, dans le marxisme normal. Oui, c'est pas chez Hegel, c'est pas le maître c'est pas la dialectique du maître et de l'esclave. Voilà. Alors que dans le wokisme, on reprend la hiérarchie dominant-dominé, mais ce n'est plus indexé sur le compte en banque, c'est indexé sur votre religion, sur votre couleur de peau, voire sur votre sexe, sur votre genre. Donc, en fait, pour le wokisme, il n'y a aucune différence entre les juifs, les chrétiens, les blancs, les hommes et les hétérosexuels. Toutes ces catégories-là, en fait, là, on coche toutes les cases. C'est monstrueux. On ne peut pas être à la fois juif et catholique, il faut choisir, mais pour le reste, on peut cocher toutes les cases. Oui, en fait, comment dire, le judéo-christianisme. Enfin, je veux dire, pour les voilà, judéo-chrétien. Oui. Voilà, non, mais donc, puisque, malgré tout, il y a une cohérence là-dedans. C'est-à-dire qu'en fait, quand les dominants sont, les dominants portent ces étiquettes, voilà, et donc les dominés, donc les damnés de la terre qui doivent se rebeller contre l'oppression sioniste et donc française, parce que pour eux tout ça c'est pareil. Donc ce sont quoi? Alors ce sont les musulmans, par élimination en fait, c'est pas les juifs, c'est pas les chrétiens, et pour les musulmans de fait il y a effectivement une coalition judéo-chrétienne. La Bible est un texte à moitié juif, à moitié chrétien, même entre l'Ancien et le Nouveau Testament, bien sûr. Voilà. Donc, et puis ensuite, effectivement, c'est tous les non-blancs, donc voilà, et puis les femmes, qui sont, la moitié de l'humanité là. En plus, voilà, mais qui minorité, sont persécutées. Oui. C'est pareil, il y a des féminicides, donc on a inventé un mot spécifique pour qualifier le meurtre de femmes, enfin de victimes femmes. Et puis les LGBT, là c'est la dernière couche, qui doivent en fait aussi se rebeller contre l'ordre hétéronormatif. Ça c'est les termes que j'entendais à Paris 8, ça se mettait en place déjà dans les années... à ce moment-là. Oui. C'est bon, enfin je commence à me sentir mal à l'aise à gauche en fait, parce que bon, quelque part, vous arrivez dans une fac, quelque part vous êtes
vous êtes jeune, etc. Enfin, on prend la couleur des murs, quoi. On est un peu caméléon. Enfin, c'est l'environnement qui définit un peu ce que vous allez penser. Oui. Donc bon, voilà, moi, je n'étais pas en rébellion contre cet univers donc de pensée gauchiste. Mais par contre, vous commenciez vaguement en écoutant ça à être en rébellion contre vous-même. Mais c'est moi. La post-adolescence. C'est moi le bourreau. Oui, c'est moi le bourreau. Enfin voilà, Ouais. je voyais ça. Enfin, je veux dire avec enfin quand j'avais des cours là, parce que j'ai fait un peu de sciences du langage, mais pour devenir prof de français, bon, les cours de pédagogie, en fait, il fallait minimiser, réduire la place de l'enseignant pour que l'élève apprenne de lui-même, qu'il découvre tout. Et voilà. Bon, on voyait bien là. Enfin, c'est que il y a une vraie cohérence en fait de cette pensée. C'est voilà, c'est le meurtre du père, etc. Et l'abolition de toute forme d'autorité. Et donc, en fait, bon, cette idéologie est un outil vraiment bien pratique pour foutre la merde, passez-moi l'expression. Non, mais en fait, pour dresser les gens les uns contre les autres. Et donc, alors, le projet Rifkin vient se poser là-dessus comme une fleur et n'a fait que radicaliser les banlieues françaises, parce que en fait finalement très souvent l'ingénierie sociale ça consiste à radicaliser. On nous parle de déradicalisation des islamistes, mais en fait le pouvoir passe son temps à radicaliser la population. Et à fanatiser la population et à mettre en place des dérives sectaires, c'est-à-dire en fait finalement des quêtes de la recherche du groupe fusionnel. C'est-à-dire le groupe, la secte, c'est quoi? En fait, c'est quand vous êtes convaincu d'avoir la vérité absolue et que le monde est pourri et corrompu, etc. Donc, alors c'est le moment peut-être dans nos échanges, Lucien Cerise, parce que j'en vois un en haut de l'écran là qui est en train de sévèrement s'endormir. Désolé, Non, Raphaël. pas du tout. D'ailleurs, à un moment donné, il a Attention. déconnecté sa caméra, je ne sais pas ce qu'il est allé faire. Mais il excuse Raphaël. Là, On va s'excuser. Donc on va lui passer peut-être un peu la parole. Déjà, ce qui nous fasse donne son ressenti vis-à-vis de tout ce que ces propos tout à fait délicieux intellectuellement. Moi, je me régale à écouter Lucien Cerise. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ou commenter, Raphaël, et questionner peut-être aussi notre invité? Oui, bien sûr. Alors, vous m'entendez toujours bien? Très bien, oui. Ok, parfait. Déjà, il faut quand même rappeler, j'invite vraiment tous les auditeurs de Radio Courtoisie à lire tous les livres de Lucien Cerise, mais surtout La guerre hybride de l'OTAN. C'est un livre absolument à connaître. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un récapitulatif historique passionnant sur la réalité des opérations qui ont pu être menées pour essayer de dresser, de modifier la conscience de la population et même de modifier tout le corps politique pour servir les intérêts aujourd'hui de l'OTAN que l'on peut observer. Mais c'est pour voir les différentes techniques de manipulation que l'on peut appliquer sur la population. Je citerai une anecdote que l'on a dans le livre qui, à mon avis, mérite d'être connue pour voir à quel point la guerre de 4e génération et les techniques de manipulation peuvent aller loin. C'est qu'on a observé lors d'Euromaïdan, justement, lors des fameuses révoltes spontanées, des manifestations spontanées, qu'il y avait des annonces qui étaient faites sur des pays aux alentours. Je crois, alors Lucien pourra me corriger, je ne sais plus si c'était en Allemagne ou en Pologne, mais le fait de pouvoir louer en fait des manifestants. C'est-à-dire que vous aviez le Bon Coin de Pologne ou d'Allemagne, il était possible de louer un manifestant pour 10 ou 20 euros, quoi. Oui. Et donc ça, il faut se dire que ce sont des opérations multiples qui permettent de créer une opinion, de créer un effet de foule. Et pour le sujet français, là on vient de parler de différents événements et aussi de rapports. Il faut se souvenir de toute la génération Skyrock, qui est très importante, qui a conditionné toute une génération dans la détestation de la France, de développer toute une culture musicale qu'on a pu voir aujourd'hui émerger à nouveau, qui peut être activée à tout moment. Vous savez, le fameux clip avec les 20 rappeurs qui se sont rassemblés pour faire un appel à la mobilisation. Exactement, voilà le No Passaran. Il faut savoir que ça, comme l'a dit très bien Lucien, c'est un sujet qui est toujours vertigineux parce qu'en fait, c'est toujours protéiforme. On peut voir de nombreuses cellules dormantes qui peuvent être créées, qui peuvent être aussi maintenues en stase pendant des années. Et surtout, c'est qu'on voit que les attaques viennent d'absolument partout. On a le virus wokiste qui se développe aujourd'hui pour avoir une destruction intellectuelle de l'Occident. On a toute la dérive LGBT qui veut vraiment détruire profondément notre identité jusqu'à notre biologie même. On a en même temps dans les rues autour de nous des agents qui sont mis en place issus d'autres pays pour pouvoir nous agresser et nous maintenir dans une guerre horizontale.
avec un conditionnement mental qui est fait. Et en plus de ça, lorsqu'on veut essayer de se libérer, parmi toutes les techniques d'ingénierie sociale qui peuvent exister, on est aussi dans ce monde du divertissement, du tititainment, qui fait qu'on veut avoir on a des stimuli qui nous agressent tout le temps pour essayer à la fois de nous créer un schéma mental, il y a tout un système de reality building, mais en même temps de nous créer un consentement intégral. Donc je ne peux qu'en joindre en fait pour le commentaire. Ça rend que je voudrais optimiste. Hein. En fait, il faut être optimiste dans le sens où ces techniques-là sont développées depuis des décennies par des groupes extrêmement bien organisés avec des budgets absolument colossaux. Si vous lisez le livre de Lucien sur la guerre hybride de l'OTAN, vous pouvez voir que les universités aux États-Unis qui ont pu développer en fait des concepts d'ingénierie sociale, de manipulation des foules, ce qui rejoint aujourd'hui les techniques de subversion de la guerre de 4e génération, eh bien ça existe depuis les années 80-90. Donc il y a des groupes qui sont organisés depuis très longtemps, il faut être au courant de ces groupes-là, il faut être au courant de toutes les techniques et même les plus anecdotiques, c'est-à-dire dans le quotidien pour manipuler la population et les encourager à réaliser des actions qui peuvent être suicidaires. Nous parlions par exemple des ukronazis, mais il faut savoir que l'extrême droite en France est totalement construite et manipulée de la même manière. Vous avez à la fois des indicateurs, des personnes qui viennent des indices de police, et quand il y a eu l'opération militaire spéciale, vous avez énormément de jeunes Français patriotes qui se sont fait conditionner pour pouvoir partir faire la guerre en Ukraine. Et donc ça fait toujours partie de cette technique de subversion, aussi de purge de forces actives qu'il peut y avoir contre le système établi actuellement et les groupes de manipulation d'opinion que l'on a au sein de la CIA, mais on va dire de l'OTAN de manière générale. Et lorsque l'on connaît ces techniques, on peut se protéger soi-même tout d'abord de toutes ces techniques de divertissement, de manipulation, de conditionnement mental. Et je l'espère aussi, ça peut nous inspirer pour s'organiser de manière plus concrète et développer des stratégies qui fonctionnent, c'est-à-dire celles de l'ennemi. Celles de l'ennemi. Alors, je vais prolonger. Merci Raphaël pour cette valorisation de mon bouquin. D'ailleurs, je vais en lire un extrait. Donc il m'a toujours pas. Non, parce qu'il a besoin de l'avoir sous la main. Voilà. Nicolas, calmez-vous. Non, vous allez l'avoir. Voilà. Donc, alors pour prolonger, alors voilà. Donc l'insurrection qui. Alors c'est un extrait en fait de la guerre hybride de l'OTAN. C'est dans le 4e de couverture, c'est ça? Oui, c'est un extrait que j'ai reproduit en 4e de couverture. Parce que en fait, il me paraît assez représentatif. Donc l'insurrection qui vient risque fort d'être complètement noyautée. L'insurrection qui vient ici. Que faire pour anticiper sur les risques de révolution colorée en France? Maintenir le contact avec les milieux noyautés, donc extrême gauche, extrême droite et islam, pour ne pas les laisser se faire retourner complètement, puisque c'est ce qui est en train de se passer. Dans l'idéal, il faudrait parvenir à tout dédoubler. Donc, à l'alliance droite-gauche-islam sous contrôle étranger, nous devons opposer symétriquement un autre front, mais autogéré et souverain. Notre survie dans un monde où la décence commune n'aurait pas entièrement disparu en dépend, que nous soyons de droite, de gauche ou musulmans. Donc une nouvelle cartographie du paysage politique s'impose, un nouveau paradigme doit émerger pour remplacer certains clivages conventionnels devenus obsolètes. Les pages qui suivent ont pour objectif de débroussailler le terrain en décryptant les facettes de cette guerre hybride menée par le capitalisme mondialisé sous la forme d'une révolution permanente, recoupant les troubles qui agitent l'Ukraine depuis son indépendance, et dont l'exemple nous servira de fil conducteur. Donc en fait, en réalité, l'Ukraine me sert de grille de lecture, enfin de paradigme en fait. Pour ce qui se passe dans le monde. Et notamment en France, parce que moi, dès 2014, je me suis dit, ce qui se passe là, en fait, ça va un jour ou l'autre. On sera mûr pour ça. On sera mûr pour ça, parce qu'un jour ou l'autre, il se peut qu'un parti politique jugé indésirable aux yeux des mondialistes arrive aux portes du pouvoir. C'est une situation qui ressemble à l'actualité, mais nous n'avons pas le droit d'en parler pour des raisons de silence électoral. Donc je n'en parlerai pas. Pas faire de propagande. Voilà, oui. D'ailleurs, on n'en fait aucune, on décrypte, et on est acide, j'ai l'impression, un peu avec tout le monde. Il y a quelques questions qui commencent à arriver, est-ce que je peux les poser ? Alors, d'abord Raphaël, et puis ensuite les questions. Raphaël. Oui, c'est juste me permettre un dernier commentaire par rapport à ce que vient de dire Lucien et aussi de l'extrait qu'il vient de lire. C'est que il faut absolument s'intéresser à ces sujets et faire très attention à ce que vient de dire Lucien. C'est que lorsqu'on a pu commenter l'actualité, même si là il y en a une bien précise que l'on ne peut pas commenter en détail,
on assiste actuellement à une polarisation des extrêmes. Il y a une reconstruction en fait des clivages politiques et idéologiques qui sont faits et instrumentalisés par les médias. Et cette polarisation des extrêmes sont en train d'exacerber énormément d'émotions. C'est-à-dire que la situation économico-sociale, de toute façon, est catastrophique et continue donc d'influencer la population. Mais là, la propagande médiatique elle-même nous propose uniquement deux camps. Principalement deux camps. Et il faut savoir que ça va faire partie aussi d'une technique de subversion, de contrôle et surtout en fait de chantage quelque part par le pouvoir pour nous enfermer dans une case où on deviendra intégralement impuissant, surtout s'il y a des réactions vives qui peuvent apparaître dans la rue suite aux événements que l'on va avoir, à mon avis, ce week-end et aussi dans les semaines et les mois à venir. Donc je pense qu'il faut absolument surveiller ça, c'est-à-dire, comme l'a très bien dit Lucien, il faut créer du lien avec les différents noyaux pour ne pas tomber dans certains pièges. Et surtout, les pièges que l'on va observer, ça va être une tentative de rupture intégrale de communication avec les différents corps sociopolitiques que l'on peut observer dans la société. Et pour ça, il faut justement connaître les techniques de manipulation et de sabotage pour pouvoir à la fois se protéger et aussi protéger les autres qui vont subir ce genre d'attaque et pouvoir ne plus vouloir communiquer avec nous. Garder un lien. Exactement. Oui. Parce qu'effectivement, l'ingénierie sociale, c'est en fait d'abord une combinatoire sociale. En fait, c'est un jeu de mécano appliqué à la société qui consiste déjà à repérer les groupes sociologiques, parce que, bon, effectivement, une société est rarement totalement homogène. Et ensuite, il faut savoir comment les combiner, créer des alliances, en désignant un ennemi commun, par exemple, mais aussi comment les diviser, comment les dresser les unes contre les autres, comment dresser ces groupes sociologiques les uns contre les autres. Et donc, tout ça, en fait, alors là, ça, c'est de la technique pure. Comment, justement, sur le plan méthodologique, on pratique cette combinatoire sociologique, cette combinatoire sociale, eh bien, c'est en faisant varier les relations de confiance et de méfiance. Pour créer des coalitions, par exemple, entre l'islam et l'extrême gauche, il faut créer de la confiance, évidemment, entre les deux. C'est le rôle du wokisme, par exemple, et qui va désigner un ennemi commun, c'est le français de souche. Oui. Voilà. C'est tout simple à comprendre. Et ensuite, vous pouvez aussi donc décomposer un groupe déjà constitué. Vous pouvez le décomposer de l'intérieur en faisant monter la méfiance entre ces partis et entre ces acteurs, ces membres. Voilà, ça a l'air tout simple comme ça. Puis de toute façon, c'est intuitivement. On connaît tout ça, c'est divisé pour régner, etc. Mais en fait, l'intérêt justement des sciences du comportement et de toutes les sciences sociales aujourd'hui, et jusqu'à justement ces méthodologies appliquées par les services de renseignement, en fait, c'est que c'est de plus en plus précis. Voilà. Et on atteint une précision microscopique, quantique. On peut vraiment cibler tel groupe, tel individu pour produire tel effet, par effet papillon, par effet boomerang, etc. Très bien. Alors, j'aimerais la réaction des auditeurs. Alors, déjà, une première réaction. Bonjour, l'équipe adorée. Arrêtez de dire du mal de Michelle Obama. C'est un bon gars. Oui. Non, mais bien sûr. On ne dit jamais de mal de personne. Alors, en ce qui nous concerne. Attaquer Anne Hidalgo sur la végétalisation de la ville de Paris est un peu injuste. Un peu de verdure rend les promenades dans Paris plus agréables. C'est pour moi, mais je ne suis pas contre la végétalisation. Je suis contre le fait que déjà tout Paris est en travaux et qu'il semblerait qu'il y ait un événement important qui arrive et que c'est à ce moment-là que ça s'est déclenché. C'est une question du moment, quoi. Il faut aussi évoquer les couloirs de bus partagés avec les voies cyclables. La vitesse moyenne de bus, de ce fait, a diminué dans Paris. Cher Nicolas, cher Lara, puisqu'on a le droit de parler d'Anne Hidalgo qui ne sait pas qu'une voiture pollue à 3 fois plus à 30 km/h qu'à 90. Bonjour l'écolo bobo. On a le droit de parler de Macron qui n'est pas candidat et de demander qu'est-ce qu'il est allé faire aux USA le lendemain de la dissolution. Je ne sais pas s'il est allé aux USA le lendemain de la dissolution. Ça c'est une rumeur qui s'est propagée très vite. Mais je ne suis pas sûr du tout qu'il soit allé. Raphaël, on est d'accord sur le fait qu'on a aucune certitude sur ce sujet. Franchement. Il n'y a pas eu de confirmation malheureusement, donc mieux vaut considérer cette information comme fausse.
Merci pour vos émissions et intervenants qui me permettent de m'enrichir en compréhension et prendre conscience de beaucoup de choses. Effectivement, nous avons besoin de vraiment voir le monde où nous vivons en même temps et indépendamment des malhonnêtetés de certains. La vie est naturellement en perpétuelle transformation au-delà de tout. Une autre réaction, mais quel est le gain pour les cosmopolites de remplacer un peuple normal par des idiots, des feignants et des extra-européens? À ce stade est potentiellement dangereux pour beaucoup d'entre eux. Je trouve ça complètement absurde. Et puis une dernière, ça c'est une question. Qui a financé Paris 8 en 1974? La droite était pourtant au pouvoir. Pourquoi elle a laissé faire? Ça, c'est le poids de l'idéologie dominante. Enfin, c'est difficile d'aller contre, de ramer comme un saumon qui remonte le fleuve. L'idéologie dominante Mais le saumon, il va pondre les œufs. Et quand il rame, quand il remonte, en fait, c'est pour pondre les œufs et mourir. Oui. Je reviens quand même sur l'auditeur qui parle d'un peuple normal à des idiots, fainéants, attention quand même. Ça c'est ce que explique l'auditeur. Enfin, en tout cas, moi je ne reprends pas ses propos. Sur les peuples normaux encore moins. Mais je reste quand même, moi, sur ma question, qui dit autrement, on connaît cet auditeur taquin. Il est très actif et on l'aime beaucoup. Et qu'on aime beaucoup par ailleurs, mais il faut parfois il a des fulgurances, mais exceptionnelles. Absolument. Mais là, il faut quand même faire un peu attention à ce qu'on lit à l'antenne. Et quand même cette question de quel est l'intérêt des Occidentaux de faire haïr l'Occident par tout le reste du monde. Je repose cette question. Oui. Non, mais oui, d'accord. J'y ai pas vraiment répondu tout à l'heure. Mais c'est pas. En fait, j'ai fait une espèce de. J'ai voulu poser un cadre général. Oui. Mais en fait, c'est pas totalement sous contrôle occidental. En revanche, il y a effectivement. Je peux répondre à la question, mais pourquoi faire baisser le niveau? Oui, c'est ça. En fait, si vous voulez radicaliser la population, vous avez intérêt à faire baisser le niveau. C'est-à-dire que j'ai discuté une fois avec quelqu'un de confession juive qui m'avait dit qu'il avait discuté lui-même avec un agent du Mossad, un psychologue en fait, et qui disait en réalité les services secrets, parce que quand il parlait de son agence de renseignement, il parlait ça peut être étendu à tous les services. C'est-à-dire qu'en gros les services en général se fichent de ce que vous pensez. En fait. Mais ce qu'ils veulent, c'est que vous le pensiez sans nuance. Et oui, voilà. Parce que c'est plus facile à contrôler. Évidemment. Voilà. Et c'est pour ça que nous allons toujours vers la radicalité. Oui. En fait, si vous voulez fabriquer des bataillons de jeunes mecs pleins de testostérone qui veulent se battre pour vous, à votre place, vous avez intérêt à simplifier leur psychisme. Parce que s'ils commencent à réfléchir de façon critique et nuancée... Pourquoi faire voilà. Pourquoi faire Non, mais, et puis, pourquoi irais-je me battre contre des gens avec lesquels je n'ai pas de soucis, fondamentalement, quoi. Donc si vous voulez créer des groupes de combat, comme en Ukraine, ou comme en France, c'est en train de se mettre en place, en piochant dans divers milieux sociologiques, où vous allez recruter des jeunes hommes, qui ont envie de se battre, vous avez intérêt à simplifier leur psychisme. Et donc pour les zombifier, en quelque sorte, pour les transformer en machines. Et c'est pour ça que le niveau baisse. C'est-à-dire que nous sommes de plus en plus sous la coupe, sous la domination d'une ingénierie sociale, visant à radicaliser les populations pour... qu'elles se battent entre elles, en faisant baisser le quotient intellectuel volontairement, parce que c'est plus facile à contrôler. C'est malheureusement, je dis bien, la fin de cette émission. On a à peine effleuré le sujet. On rappelle quand même aux auditeurs, Lucien Cerise, Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, édition Culture et Racines, collection Influence. J'ai enfin réussi à m'en saisir. Ça n'a pas été simple. Maintenant, c'est le livre. On remercie tout le monde, bien sûr, Raphaël, Beslu, Lara, Lucien Cerise, la technique en la personne de Virginie et Patrice. Et puis, c'est le moment pour vous, chers auditeurs, vous l'attendez aussi énormément, du livre journal des controverses de Mike Borowski. Merci en tout cas de votre écoute, merci à vous. Et à la semaine prochaine sur Radio. La semaine prochaine, sans faute. En France,
Voici comment se déroulerait le déclenchement d'une frappe nucléaire. Des scènes de violence contre commissariats, mais aussi des écoles, des mairies. Qui gouverne le monde, hein. Beaucoup de gens pensent, à tort, que ce sont les hommes politiques.